Vous savez que la loi sur l'orientation, sur l'éducation, a préconisé cette nouvelle réorganisation. Bien sûr que nous prenons tout notre temps, parce qu'il y a tout un avantage à ce qu'il y ait un continuum de l'éducation de base. Si vous allez de la 6e jusqu'à la 3e et bientôt jusqu'en terminale, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont s'améliorer. Le problème le plus important, vous avez les difficultés auxquelles nous sommes les plus confrontés quand vous regardez un peu les statistiques d'évolution de notre système scolaire. C'est le taux de déperdition. C'est-à-dire quand vous regardez le taux brut d'accès, bon, il est important. Ensuite, quand vous voyez le taux brut de scolarisation, déjà vous vous rendez compte que, c'est-à-dire quand vous prenez des enfants dans le même âge scolarisés sur l'ensemble du cycle, déjà vous voyez que cela diminue. Et si vous passez à un autre cycle, par exemple, si vous prenez le taux brut de scolarisation, j'espère que je ne raconte pas de bêtises, le ministre, Madame Lamina va me corriger, c'est autour de 82%. Ça, c'est pour le post-primaire, ce qu'on appelait avant, je vais dire, non, le primaire, je vais dire. Là, vous passez sur ce qui était considéré comme l'enseignement secondaire, vous passez à un taux brut de scolarisation d'autour de 39%. Alors, où sont passés les gens? Alors, nous pensons qu'en faisant un continuum, on peut trouver des mécanismes pour éviter la déperdition et maintenir le maximum de jeunes à l'école dans la tranche de gratuité que la loi prévoit, c'est dit des 0 à 16 ans. Ça, c'est cet avantage-là. Je crois qu'il y a beaucoup d'avantages, sincèrement dit. Maintenant, vous avez tout à fait raison. On a mis en place un comité interministériel qui travaille depuis l'année dernière, depuis que nous avons pris le dossier en main. Nous travaillons, les 2 ministères concernés travaillent avec leurs syndicats. Rien ne se fera sur le dos de ces syndicats parce qu'on a besoin de leur expérience. Vous avez une loi, vous pouvez concevoir quelque chose, mais ceux-là qui sont sur le terrain, qui travaillent au quotidien, pourraient vous dire qu'il y a des difficultés. Mais actuellement, les choses se passent bien. Nous allons l'expérimenter d'ici peut-être 3 ans que nous allons atteindre vraiment la partie pleine de ce que je peux m'exprimer ici, donc de cette réforme. Alors, bien sûr, cela va induire beaucoup de choses. Ça va, bien sûr, induire des infrastructures. Ça va induire des ressources humaines supplémentaires. Et ça va également induire une réflexion sur les aspects pédagogiques, sur les programmes. Donc, parce que comme c'est un continuum, donc il faut très bien, donc cela va nécessiter encore beaucoup de choses. Pour vous parler de chiffres, rien que cette réforme-là, pour sa mise en œuvre, va nous demander près de 64 milliards de francs CFA. Nous allons écouter la question des téléspectateurs. Voilà, à cette étape de l'émission et dans le registre éducation, jeunesse et civisme, beaucoup d'étudiants veulent savoir si l'augmentation des aides et prêts fournis n'est pas de la poudre aux yeux. Et si c'est une réalité, cette augmentation prendra effet à partir de quelle date, Monsieur le Premier ministre? Alors, une autre préoccupation soulevée est la situation des accoucheurs auxiliaires et des infirmiers brevetés des promotions 2011, 2012 et 2013. Ils disent avoir payé cher pour se former et jusque-là, aucun recrutement n'a été lancé à leur intention. Alors, à quand la fin de leur calvaire? Toujours dans le même domaine, les médecins affectés dans les communes disent ne pas disposer de matériel adéquat pour faire correctement leur travail. Et par rapport à cela, un médecin qui nous a appelé de Pouni Zawara a fait savoir que dans cette commune, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de laboratoire, pas de médicaments et même pas d'alcool pour les premiers soins. Alors, il est obligé de référer les malades à Koudougou ou à Boromo. Et il se demande à quoi il sert dans cette localité. Pendant ce temps, côté éducation, on estime que les enseignants sont des agents de l'État qui souffrent alors qu'ils abattent un travail colossal. Et beaucoup de gens font savoir que dans une même localité, pendant que le responsable de l'enseignement, comme l'inspecteur, doit faire de longues distances à moto, pas toujours en bon état, le responsable de la santé, lui, se déplace en véhicule 4 roues. Alors pourquoi cette différence-là? Et dans le domaine de l'éducation toujours, pourquoi ne pas vulgariser les centres d'éducation de base non formels?
Beaucoup de gens suggèrent aussi au gouvernement de mettre plus de ressources plutôt dans l'éducation qui est selon eux la base de toute réussite humaine. À ce sujet, un citoyen affirme que le Burkina Faso n'est pas un pays pauvre, seulement les ressources sont mal exploitées et notamment il trouve que l'on met beaucoup d'argent dans l'organisation d'ateliers, de forats ou même de la fête nationale qui selon lui devrait être célébrée symboliquement. On pourrait ainsi économiser de l'argent et investir dans l'éducation. Et pour terminer, beaucoup de parents d'élèves demandent au gouvernement d'harmoniser les tenues vestimentaires des établissements, que ce soit le privé ou le public, une même tenue pour le primaire et une même tenue pour le secondaire. Cela leur éviterait des situations désagréables. Et voici donc résumé les préoccupations des téléspectateurs et des auditeurs concernant donc le volet éducation, jeunesse et civisme de cette émission. Voilà, Monsieur le Premier ministre. À quand les recrutements des promotions 2011-2013 des accoucheuses, auxiliaires et autres? Mais vous me permettez, effectivement, j'avais oublié personnellement de répondre à la question par rapport au phonère. Bon, je vais répéter la même chanson. Hein, on ne donne que ce qu'on a. Et je pense que si vous avez 25 000 francs de plus, c'est quand même quelque chose. C'est pas beaucoup, mais vous pouvez régler beaucoup de choses avec 25 000 francs. C'est déjà bien. On aurait voulu faire plus si on le pouvait. Donc, ce n'est pas de la poudre aux yeux. Nous n'avons pas besoin. Personne ne nous a obligés à faire quand même, il y a quelque chose qu'il faut dire. Personne ne nous a obligés à faire ces propositions. Puisque nous avons estimé, donc, sur la base de nos moyens, c'est ce que nous pouvons offrir. Peut-être demain, quand nous aurons plus de moyens, bien, nous allons effectivement augmenter plus que ça. Mais je pense que les mesures que nous avons prises sont des mesures immédiates. Donc, théoriquement, elles doivent rentrer là. Oui, non, dès maintenant, elles se rentrent en marche. Donc, pour les procédures, je crois que le ministère donnera plus d'informations aux étudiants afin qu'ils puissent donc bénéficier donc, de ce prêt bonheur. Alors, vous avez parlé également aussi des bourses. C'est vrai, c'est un débat. Est-ce que vous savez que le Burkina est encore l'un des rares pays dans la sous-région à offrir des bourses d'études? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire sincèrement dit. Si on avait les moyens, on l'aurait fait. Parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas les moyens du tout. Alors, il faut y réfléchir pour voir ce qu'on peut faire. Alors donc, c'est une réflexion qu'on va mener. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de pouvoir augmenter le nombre de bourses. Il faut peut-être que ces bourses soient distribuées dans une plus grande équité et peut-être améliorer davantage les conditions qui permettraient aux étudiants d'alléger un peu leurs difficultés lorsque tous ces processus seront mis en place. Bon, peut-être que lorsqu'on aura les bus, lorsqu'on aura ça va déjà quand même réduire certains frais. Donc je crois que de ce point de vue, c'est difficile aujourd'hui d'envisager d'augmenter les bourses. Alors donc vous disiez, oui, non. Les réformes, en même temps, vous répondez à la question sur les réformes en matière de santé, des transformations des CSPS en centres médicaux. Je pense que c'est de ça qu'il est question, avec ce médecin de Pouni-Zawara. Bon, enfin, il ne sait pas s'il fait exprès pour me taquiner, parce qu'il sait très bien que je suis de Pouni-Zawara. Mais non, ce que je vais dire, il faut, vous savez, il y a beaucoup de CSPS comme ça à travers le Burkina Faso. Moi, je le sais parce que j'ai visité ce pays. D'abord, moi, je salue l'effort que le gouvernement a fait pour développer, pour rapprocher davantage les centres sanitaires des populations. Je crois qu'en 2007-2009, le rayon moyen d'action théorique, c'est-à-dire que si vous prenez la proximité entre un village et un SPS, était de 9 km, Aujourd'hui, on est à 7. Peut-être que demain, on sera à 5. Il faut d'abord mettre les infrastructures en place. Nous sommes conscients, effectivement, que ce n'est pas facile d'être dans une localité où vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau courante. Mais c'est la réalité du pays. Et quand vous optez de travailler dans ce secteur-là, il faut accepter ces conditions. Il faut se dire, oui, c'est un sacerdoce. Alors, nous avons pris des décisions qui vont nous permettre, je pense, d'ici 2 ans au plus, de transformer tous les CSPS des chefs-lieux de communes
en centre médical, c'est-à-dire qu'en affectant un médecin. Mais ça aussi va concomitamment avec le développement des autres infrastructures, l'électrification. Là où l'électrification arrive, on va nécessairement électrifier les centres médicaux. Bien sûr, à Pouni, bon, je ne sais pas, il faut que j'interroge le ministre de l'Éducation, mais je crois que le ministre de la Santé, mais je pense que c'est une préoccupation réelle, effectivement, des populations. Nous pensons effectivement que, à défaut même de pouvoir mettre l'électrification, il faut, comme on le fait dans d'autres SSPS ou CM, c'est d'utiliser les plaques solaires. Alors, la promotion 2011-2013 des accoucheuses auxiliaires... Bon, je ne connais pas particulièrement ce problème, mais je peux vous dire qu'en fait... À quand leur recrutement? Non, on ne peut pas leur dire à quand. C'est le problème que nous avons avec les écoles de formation professionnelle. L'initiative privée, c'est bien. Mais ce n'est pas l'État qui envoie ces gens se former. Les gens vont se former dans l'espoir, effectivement, d'être recrutés par l'État. Mais nous avons une politique de ressources humaines, en ressources humaines. Alors, bien sûr que c'est un secteur sensible. Bon, je crois que je note la question et nous essayons de voir ce que nous pouvons faire. Mais elle est valable pour tous ceux qui vont dans les écoles de formation professionnelle. Il ne faut pas qu'on ait se former, qu'on attende au lendemain à être recruté automatiquement par l'État. Cela n'est pas possible. Il y aurait discrimination entre un inspecteur d'enseignement et un médecin. L'inspecteur qui va à moto et l'autre qui va en véhicule. Non, moi je pense que c'est une vision mesquine, sincèrement dit. Dans la vie, il y a des gens qui vont à pied, il y en a qui sont à vélo. Il y en a qui qui ont des jets privés, d'autres sont... Non, il nous faut éviter l'égalitarisme. Ça, c'est pas ça. Il faut éviter l'égalitarisme. Moi, je ne raisonne pas comme ça. Si le travail du médecin exige qu'il ait une voiture, on lui donnera une voiture. Si le travail de l'inspecteur peut-être exige une voiture, si on a les moyens, on lui donnera une voiture. Alors, une fois de plus, on ne peut pas donner tout ce que les gens veulent. C'est vrai que moi, quand j'étais petit, l'inspecteur, il avait une voiture. Mais les choses ont évolué. Même le commandant de cercle, il avait une voiture. Aujourd'hui, le préfet, il est à moto. Les avantages à qui? Oui, c'est un avantage. Oui, non, c'est pas une régression. Non, c'est les nouvelles conditions de vie comme ça. C'est tout. C'est aujourd'hui, puisque vous multipliez le nombre d'infrastructures, vous êtes obligé, quelque part, de diminuer. Alors, il faut économiser les investissements du 11 décembre pour l'éducation. Bon, c'est une façon de voir aussi, mais je pense que, vous savez, dans la vie, tout ne se résume pas. Tout ne se résume pas à des infrastructures. On a besoin de s'accueillir, on a besoin de s'amuser. C'est comme si vous disiez ça, on va fermer toutes les boîtes de nuit d'Ouara. Et le 11 décembre? Non, on ferme les boîtes de nuit d'Ouara et les gens vont économiser et construire des maisons. Oui. Mais les gens, ils ont besoin de s'amuser, de s'éclater. On a besoin de créer qu'un pays se sente vibrer à un moment donné. Ça renforce la cohésion sociale. Et ce que nous faisons, mais la nouvelle vision que le chef d'État a apportée dans ces festivités, c'est le fait qu'aujourd'hui, qu'on bâtit, on construit. Bobo a changé. Ouaïguya, Koudougou, Fada, Dori bientôt. Allez-y à Dori, demandez à M. Arba Diallo qui tout le temps nous taquine, mais il voit qu'il y a un changement qui se passe. Donc, il ne faut pas qu'on ramène les choses comme ça, non. On va continuer tant qu'on aura les moyens de le faire parce que ça permet de développer la localité, mais aussi de renforcer la cohésion nationale. Il faut harmoniser les tenues vestimentaires dans les écoles. Bon, ça vraiment, ce genre de débats sont difficiles à trancher. Moi, je pense qu'il faut laisser la liberté à chaque établissement de se distinguer par selon ses moyens. Si nous prenons cette décision, vous voyez ce que ça fait. Non, moi, je pense qu'il y a des associations donc de parents d'élèves, il y a des structures fêtières du secteur. C'est à eux de discuter entre eux et de s'entendre et de prendre une décision. Nous allons ouvrir une nouvelle rubrique, question sécurité. La question de l'insécurité est d'actualité, notamment sur les routes. Les bandits sont de plus en plus mieux armés. Ils ont des armes en tout cas sophistiquées.
Qu'est-ce qui ne marche pas dans le dispositif sécuritaire qui a été mis en place? La police de proximité qui est promue aussi par le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité semble ne pas beaucoup marcher. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pour compléter la question de Edmond, de mon confrère Edmond, il faut dire que les bandits aussi ont changé de stratégie. De plus en plus, ils vont même à domicile frapper aux portes. Si ce n'est pas les boutiques où les gens sont agressés, sur les pistes des villages, l'argent de la survie, dit-on. Il faut avoir au moins quelque chose en poste avant d'aller au champ, sinon si on est surpris, on est vite abattu. Alors, bon, vous savez que la question de l'insécurité, il y a plusieurs paramètres. C'est-à-dire quand il y a l'argent, ça attire les voleurs. Et quand il y a l'argent, ça veut dire que quelque part le pays se développe. C'est pourquoi les pays qui ont les moyens, il y a toujours l'insécurité se développe. Mais maintenant, il appartient au gouvernement de s'organiser pour sécuriser les biens de ceux qui ont souffert pour faire des investissements. Alors, je peux vous dire que entre 2011 et 2012 et 2012-2013, nous avons déjà débloqué pour près de 12 milliards de francs pour renforcer la sécurité de notre pays en matière d'infrastructure. Nous avons, dans ce cadre-là, programmé la construction de brigades de gendarmerie. Nous avons programmé la construction de commissariats, de camps, de CRS, de police. Nous avons également prévu de réhabiliter un certain nombre de commissariats qui ont été malheureusement détruits, brûlés pendant la crise de 2011. Nous avons également aussi renforcé les capacités opérationnelles de nos forces de l'ordre, comme on ne l'a jamais fait. En matière roulant, bon, d'autres matières dont je ne peux pas vous parler de ça ici, qui nous permettent d'être beaucoup plus efficaces. Bientôt, Ouagadougou, comme toute grande ville, aura un système de télésurveillance, ce qui va permettre, à partir d'un poste de contrôle qui balaie, en tout cas les zones sensibles de la ville, de pouvoir rapidement dépister les délinquants, parce qu'il y aura des unités opérationnelles sur le terrain. Mais en même temps, nous avons mis un règlement en place. Et vous le savez, depuis ce temps, si vous nous posez des questions, comment on arrive à arrêter les grands bandits, nous avons mis en place une unité d'élite qui est composée de plusieurs des gendarmes, des policiers, etc. C'est une première dans notre pays et qui permet, effectivement, dont les actions sont quand même visibles sur le terrain. Nous avons mené des actions commando, si je peux exprimer cette expression, dans l'Est. Vous avez suivi près de 70 personnes qu'on avait donc arrêtées. Non, l'insécurité, c'est une préoccupation pour nous. Oui, j'oubliais également aussi que nous essayons de renforcer aussi les ressources humaines. Nous avons pris la décision, donc récemment, vous avez suivi ça, de faire un recrutement exceptionnel pour de tout 2600 agents de force de l'ordre. Nous avons également décidé d'augmenter le nombre de recrutements de policiers par an de 50%, et ce, sur 5 ans. Alors, donc, la lutte contre l'insécurité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut gagner du jour au lendemain. Nous veillons, et vous me permettez de saluer les forces de l'ordre qui font ce travail extraordinaire au risque de leur vie. Vous avez l'impression que s'il n'y avait pas ce système, ça aurait été pire. Donc, je pense que nous travaillons, nous savons très bien que ce n'est pas facile, mais nous allons continuer à investir davantage parce que nous avons besoin que le Burkina Faso continue à être un pays sécurisé pour attirer les investisseurs et permettre à nos honnêtes citoyens de vaquer tranquillement à leurs préoccupations. Donc, la question de la sécurité est une des priorités majeures de mon gouvernement. Le milieu scolaire et estudiantin sont des foyers de revendication et même d'affrontements politiques violents qui prennent souvent prétexte sur les conditions précaires des étudiants. La situation est aggravée par la montée de l'incivisme qui est présent partout, qui se manifeste partout, hors même de l'université, dans la ville. Le respect de la loi n'est pas la chose la mieux partagée, Monsieur le Premier ministre. Quand vous voyez par exemple un véhicule incendié à la suite d'un accident et que des individus décident de lyncher par exemple le propriétaire du véhicule et de brûler la voiture sans attendre que la justice situe les responsabilités, qu'est-ce que vous avez comme sentiment et qu'est-ce que ça vous inspire comme action? D'abord, le premier sentiment par rapport à ça, c'est que je suis écœuré de la manière dont certaines personnes se comportent
dans la rue à Ouaga, je vais dire c'est un conducteur. Les choses commencent par là. Il y a des gens qui peuvent se permettre de se taper 120 km/h dans la ville et avec comme conséquence d'écraser des personnes. Je ne suis pas pour la violence, mais je comprends les gens. Ce n'est pas la solution. Mais des fois, je pense qu'il faut que nous menions des actions très, très, très répressives à l'encontre des mauvais conducteurs. Ça, c'est un. Maintenant, nulle part au monde, on ne peut régler ces problèmes soi-même. Quand on se fait justice soi-même, on s'expose soi-même en danger. Imaginez-vous, quelqu'un peut-être aujourd'hui, vous avez brûlé un véhicule, peut-être demain ça va vous arriver. Peut-être demain vous serez lynché. Je crois qu'il faut faire confiance à la justice. Il y a des choses, c'est vrai que les gens reprochent beaucoup de choses à la justice. Mais faisons un pays sans justice, c'est un pays sans état de droit, c'est un pays qui ne fonctionne pas. Alors, la question donc de l'incivisme également aussi, moi j'aime être nuancé. Parce que les Burkinabés ont toujours l'art de tout dramatiser. J'ai quand même la chance de voyager un peu. Aujourd'hui, vous suivez, grâce aux nouvelles technologies de la communication, nous savons tout ce qui se passe dans le monde entier. En fait, aujourd'hui, il y a une nouvelle mutation sociale qui fait que dans certaines villes, la violence devient une arme. Mais à leur tort. Ce qui se passe ici, en matière de civisme, moi je pense que ce n'est rien par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Mais ceci étant dit, en tant que chef de gouvernement, j'ai la préoccupation que les Burkinabés soient comme je les ai connus il y a 10-15 ans, respectueux, qui ne brûlent pas les stops. Je souhaite que les Burkinabés, que les jeunes Burkinabés respectent leurs professeurs, qu'ils ne les insultent pas, qu'ils ne leur lancent pas. Alors donc, pour ce faire, nous avons un programme de promotion donc, du civisme. Mais le gouvernement à lui seul, ce n'est pas de la responsabilité seule du gouvernement. C'est une responsabilité partagée de l'ensemble des acteurs. La famille, ça commence par la famille. Si vous donnez une éducation comme il se doit à votre enfant, il y a des choses qu'il ne ferait pas au dehors. Alors donc, je crois qu'il faut que nous travaillions ensemble. C'est pourquoi, des fois, je trouve dommage que certains acteurs politiques, par opportunisme, encensent l'incivisme. Moi, j'ai une conviction. C'est-à-dire que si vous aspirez à diriger demain un pays, et que vous pensez que la violence est vous la légitimez, je suis convaincu que quand vous serez au pouvoir, vous serez confronté à la même chose. C'est ce qui a détruit beaucoup de pays africains. Donc, la question de l'incivisme interpelle tous les acteurs. Que nous soyons de l'opposition, que nous soyons de la société civile, que nous soyons de la majorité. Il faut que nous puissions nous entendre pour dire non à l'incivisme. Parce que cet incivisme-là ne peut pas permettre à ce pays de se développer et d'aller loin. Et je crois que c'est ce que je peux dire comme discours. Je relativise, mais en même temps, je prône des actions fortes pour que nous soyons un pays civilisé. Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé une batterie de mesures, en tout cas pour que le Burkinabé ait le sentiment d'être en sécurité, soit en sécurité. Et dedans, vous n'avez pas évoqué la question des frontières, alors que l'on sait que tout part de là. Souvent, les bandits attaquent et se replient. Est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en œuvre, surtout que l'on sait que parfois, dans les pays voisins, il y a des crises qui ne disent pas leur nom et qui sont donc des sources d'alimentation en armes et autres? Bien sûr que nous renforçons la sécurité vraiment à nos frontières, surtout dans les zones les plus sensibles. Nous avons, bien sûr, vous avez suivi ce que nous avons fait vers le nord. Nous le faisons. Nous pensons que, effectivement, aux frontières de nos pays, il faut nécessairement des brigades de gendarmerie, il faut nécessairement des commissariats de police. Je pense que ça, c'est quand même une préoccupation sur laquelle nous travaillons et que cela fait partie, effectivement, de nos préoccupations. Nous retrouvons Nathalie Kaori. Alors,
les téléspectateurs et les auditeurs ont formulé un certain nombre de préoccupations relatives à la sécurité. Et sur la question de la violence et de l'incivisme en milieu scolaire et estudiantin, les uns et les autres se demandent si l'on peut éviter la violence dans ces milieux, si certains dossiers en justice qui sont plus ou moins liés aux étudiants ne sont pas clarifiés et traités une bonne fois pour toutes. Et par rapport aux verdicts populaires, notamment à l'endroit des journalistes, d'aucuns pensent que cela est dû à la qualité du travail des journalistes qui ne reflète pas toujours la réalité. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment faire pour que les journalistes travaillent en toute liberté et éviter de se faire lyncher? Par rapport à la sécurité, toujours, beaucoup de Burkinabés estiment qu'ils vivent dans l'insécurité totale. On peut être braqué n'importe où et n'importe quand. Et lorsqu'on fait appel aux forces de sécurité, celles-ci mettent du temps avant d'arriver sur les lieux. Et pour ceux qui ont appelé, cela est inacceptable, surtout quand on sait que les agents de sécurité sont des fonctionnaires qui ont plus des salaires importants, qui ne correspondent pas toujours à leur niveau d'études. Et on a eu un exemple où on nous fait savoir qu'un policier de catégorie C est mieux payé qu'un administrateur civil qui est en A2, alors que l'on ne sent pas que cette police-là nous protège comme il se doit. Parlons maintenant de la sécurité routière avec cette préoccupation qui nous vient de Djibo. La personne qui a appelé a fait cas d'un accident grave qui s'est produit sur la route Kongoussi-Djibo le 15 septembre dernier. Et cet accident-là serait dû au mauvais état de la route. Alors, à quand le bitumage de cette route? Une autre série de questions concernant la sécurité routière. L'avenue Yatenga, et là nous sommes maintenant à Ouagadougou, cette avenue-là est très encombrée aux heures de pointe. Qu'est-ce qui est prévu pour soulager les usagers, surtout les habitants de la zone? Et un accident de la circulation avait coûté la vie à près de 80 personnes à Boromo. Le gouvernement avait pris l'engagement d'ériger un mausolée à la mémoire des victimes. Où en est-on avec ce projet? Et pour terminer, une autre question relative à la sécurité. Une décision avait été prise pour interdire les constructions sans autorisation au regard des catastrophes constatées. Aujourd'hui, il y a un laisser-aller. Faut-il attendre des catastrophes pour réagir? Et c'est tout pour cette liste de questions. Voilà, Monsieur le Premier ministre, peut-on éviter la violence en milieu scolaire tant que, par exemple, les dossiers des étudiants restent pendants au niveau de la justice? Non, moi je pense qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Nous travaillons, vous savez très bien qu'au niveau du ministère de l'enseignement secondaire supérieur, il y a toute une structure qui réfléchit pour promouvoir justement le civisme et éviter la violence en milieu scolaire. Et moi-même, j'ai mis en place une commission qui travaille dans ce sens. C'est de l'intérêt, une fois de plus, pour notre pays, de vivre dans un pays apaisé où on n'essaie pas de se faire justice soi-même. Le dossier des étudiants qui est en justice, je pense que c'est un dossier qui normalement évolue, tout comme tous les autres dossiers. Donc, il ne faut pas faire le parallèle entre les deux. Et je demande une fois de plus à nos compatriotes, même si des fois ils sont frustrés avec raison, d'essayer de faire confiance à la justice. Il n'y a que ça qu'on peut dire. Parce qu'on ne peut pas, l'État, en tant que gouvernement, nous ne pouvons pas nous immiscer en raison de l'indépendance de la justice. Les forces de sécurité mettent du temps à se déployer lorsqu'on les appelle à la rescousse. Vraiment, c'est tellement vague comme réflexion. Ça peut arriver, ça dépend de là où vous êtes. Mais une fois de plus, moi je pense qu'il faut reconnaître, sincèrement dit, que les forces de l'ordre, après avoir traversé une crise, aujourd'hui, ils sont en train de se remettre. Et réellement, ils font un bon travail. Maintenant, il faut peut-être qu'on renforce simplement comme j'ai dit, nous avons pris un certain nombre de vues pour renforcer les capacités opérationnelles de ces forces de l'ordre. On va continuer à le faire, de telle sorte que dans tous les arrondissements, nous ayons suffisamment de policiers, de moyens pour que ceux-ci puissent réagir et quand il le faut. Des préoccupations en matière d'infrastructure, le bitumage de l'axe Djibo-Kongoussi, l'avenue Yatenga qui est engorgée. Quelles sont les réponses du gouvernement? Alors, sur le bitumage Djibo-Kongoussi, c'est un projet qui est en très bonne voie, je crois qu'on l'a déjà dit. Mais il faut que les téléspectateurs comprennent que, d'abord, le bitumage des routes est extrêmement très cher. Très cher. Notre budget
ne nous permet pas de faire ce qu'on aurait souhaité le faire. Dans des meilleures conditions, 1 kilomètre de route en rase campagne, ce sera pas moins de 300 millions à 500 millions. Alors, multiplier ça par cela. Alors, donc, c'est pourquoi nous sommes obligés de travailler avec des partenaires techniques et financiers et des bailleurs de fonds. Et ce projet, il est très bien avancé, il est avec un de nos partenaires et nous espérons que ce projet va donc pourrait peut démarrer en tout cas sous peu. Je ne pourrais pas donner un calendrier, mais il fait partie des priorités de nos projets. Alors l'avenir Yatenga, nous avons également là-dessus un programme. Le chef de l'État nous a instruit de voir en tête de faire une double voie comme celle qui va sur Bobo-Dioulasso. Donc c'est également aussi un problème de moyens, mais il fait partie des priorités donc de notre gouvernement. Quand on est patient, parce que non seulement il y aura donc ce bitumage où on fera une double voie, mais nous allons faire un échangeur vraiment d'un grand standing donc au nord là-bas qui va permettre donc de desservir toute cette zone. Donc c'est une question une fois de plus de patience, mais je reste convaincu que cela va se réaliser. Accident de circulation à Boromo, le gouvernement avait promis un mausolée. Sincèrement dit, je ne suis pas au courant de cette information. Je vais essayer de me renseigner pour voir si ça avait été le cas. Bon, en tout cas, si ça a été un engagement du gouvernement, bon, je pense que nous allons essayer de le faire et saluer la mémoire donc de ces personnes-là. Je reviens sur les policiers, la question des policiers. Un policier de catégorie C toucherait mieux qu'un administrateur. Non, vous savez que les gens racontent... Est-ce que vous avez les 2 bulletins de salaire pour faire la comparaison? Est-ce que vous pouvez le dire? Les gens s'asseyent, des fois ils imaginent des choses, et puis c'est comme ça. Et puis une fois de plus, il faut qu'on se dise, dans la société, chaque métier a ses avantages et ses inconvénients, ses risques et tout. Un policier, à tout moment, on peut tirer sur lui. Combien de policiers sont morts? Je ne dis pas, j'ai tout le respect pour les administrateurs civils, parce qu'ils font un très bon travail. Sans eux, l'administration ne fonctionnerait pas. Mais il ne faut pas faire ce genre de comparaison. Si les administrateurs veulent faire des revendications, qu'ils fassent leurs revendications. Ils laissent les policiers avec leurs avantages. Et que les policiers également aussi, moi je pense que c'est mieux qu'on évite de faire des comparaisons quand ça n'a pas de sens. Alors, par rapport aux journalistes, leur travail qui ne reflète pas souvent la réalité, c'est la question d'un téléspectateur. Ça explique pourquoi des journalistes sont souvent lynchés sur le lieu de travail. C'est vrai que il faut reconnaître que c'est vrai que notre presse a beaucoup évolué depuis les années 90, depuis que moi-même j'ai pratiqué ce métier et depuis également aussi que j'ai dirigé le Conseil supérieur de la communication. Alors le journalisme c'est comme n'importe quel métier, il faut se former, il faut se cultiver. Comme n'importe quel métier, il faut des règles, il faut respecter une déontologie. Sinon, c'est la porte ouverte à tout. Alors, je pense que si nous prenons nos médias burkinabés, il y a des médias qui font très bien leur travail. C'est pas parce et qui critiquent le gouvernement. Moi, je ne dis pas qu'on ne doit pas le critiquer. Mais c'est ceux qui inventent, de fois, certaines choses qui ne sont pas bien. Ou qui racontent des choses sur des gens. Je pense qu'il faut que, de ce côté, l'association des journalistes de Burkina Faso, qu'il faut que le Synatic, tout j'en passe. C'est bon de faire des revendications. C'est bien que la liberté de la presse continue de se développer, mais il faut aussi la responsabilité du journalisme. Il ne peut pas avoir de liberté de presse sans responsabilité. C'est exactement quand si vous prenez une calage que vous mettez dans la main de quelqu'un qui ne sait pas manipuler, il va faire des dégâts. C'est la même chose. Donc il faut qu'on ait un sens de responsabilité, et bien sûr, mais ceci n'est pas une raison. On n'a pas le droit de lyncher les journalistes. On n'a pas le droit de fois, effectivement, je crois que quand il y a ce genre d'acte d'incivisme là, qu'un caméraman de la télévision arrive, je crois une fois on a molesté le caméraman, c'est pas normal. Il faut protéger les journalistes dans leur métier. C'est 2 choses différentes. Critiquer les journalistes pour leur travail, mais laisser-leur faire leur travail, c'est 2 choses. Il ne faut pas confondre. Donc, il faut renforcer les mesures qui peuvent permettre la protection des journalistes. Nous ouvrons la page des grands chantiers et développement. Monsieur le Premier ministre,
ministre, vous voulez donc de ces questions, les questions économiques, selon le dernier rapport du RENLAC sur l'état de la corruption dans la hiérarchie administrative, les membres du gouvernement sont en tête des agents qui sont, en tout cas selon le rapport, corrompus, les plus affectés par le phénomène. Je ne dirais pas corrompus, mais les plus affectés par le phénomène. Est-ce que vous partagez... Non, je ne partage pas. Non, je ne partage pas. D'abord, j'ai dit le RENLAC fait du bon travail. Moi, je pense ils nous permettent, à nous, gouvernement, ils nous envoient des signaux. Hein, maintenant, il faut éviter de faire des généralisations. Vous savez, la lutte contre la corruption, c'est un phénomène extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Parce qu'il faut se fonder sur des preuves. On ne peut pas se dire que les membres du gouvernement sont... Ce sont les opinions. Oui, mais non, c'est une opinion, mais ça ne veut pas dire que c'est une réalité. Sinon, c'est grave. Et le rapport a suivi les règles scientifiques. Oui, mais quand le rapport nous dit quel ministre est corrompu. J'attends ça. Est-ce que vous avez cherché à savoir auprès du RENLAC quelles ont été les méthodes de travail pour aboutir au fait? Non, je pense que... Ils disent globalement les membres du gouvernement. Non, nous savons comment ils travaillent, mais comme j'ai dit, de toute façon, moi, je n'ai pas de problème avec le RENLAC. Je pense que nos administrations travaillent bien avec le RENLAC, mais ils ont des appréciations que nous ne partageons pas deux fois, comme ce que vous venez de dire. Quand le RENLAC, effectivement, vous dit que, par exemple, dans tel secteur donné, il y a corruption, effectivement, deux fois, ils le montrent. Il y a certains secteurs, dans le temps, ils avaient indexé la douane, les impôts. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils reconnaissent que, par exemple, qu'au niveau des impôts, il y a eu une évolution. Mais c'est bien. Donc, il faut qu'ils amènent comme ça des preuves pour qu'on puisse réellement lutter contre ce phénomène. Mais on ne peut pas se lever pour dire comme ça que le gouvernement est en tête. Il y a presque un an, vous vous engagez à mettre en œuvre une sorte d'opération de salubrité. C'était à l'ASE. Alors, aujourd'hui, un an après, où en sommes-nous avec la mise en œuvre de ces mesures? Non, moi je pense que nous avons fait notre travail. Je suis revenu sur ce dossier. Nous sommes allés prendre tous les dossiers sur la période sur laquelle nous avons examiné, nous avons analysé, et l'ensemble des dossiers ont été transmis au ministère de la Justice et beaucoup de dossiers déjà sont en instruction. Donc, moi, j'ai fait ce travail, mais ça continue. Ce n'est qu'une action. C'est parce que j'étais allé au niveau de l'ACE que j'ai voulu, effectivement, puisque c'était l'une de leurs préoccupations. Ils disent qu'ils font des rapports et malheureusement, ces rapports ne sont jamais exploités. Donc, nous avons lancé un signal et donc, je pense que les dossiers sont sont en tout cas en traitement au niveau donc de la justice. Mais vous savez, les questions de corruption, les questions de gestion sont très, très difficiles. Alors, en matière d'enquête, d'abord, il faut des spécialistes. Deuxièmement, admettons quelqu'un vient vous dire, par exemple, vous présentez des pièces à quelqu'un. Vous dites que c'est lui qui a signé pour prendre un chèque de 10 millions. Le monsieur dit que c'est lui qui a signé. Il faut que vous trouviez des spécialistes. Souvent, on n'en a pas ce genre. Et ça peut permettre du temps. Vous êtes obligé d'envoyer la signature de la personne en France pour qu'on... Oui, c'est le droit de la personne. Une fois que vous accusez une personne, mais elle utilise tous les artifices avec les avocats pour gagner du temps. C'est ça qui fait que, effectivement, en matière de crimes économiques, c'est extrêmement difficile donc d'arriver à établir les preuves. Je vous prends au mot, Monsieur le Premier ministre. Est-ce qu'un jour il y aura un procès Guiraud dans l'affaire Guiraud? Je pense que, en principe, de ce que j'ai comme information, courant octobre, ça devait être fait. Voilà, et puis ce sera un soulagement pour tout le monde. Alors, vous avez annoncé lors des mesures sociales d'importantes mesures en matière de création d'emplois. Vous l'avez vous-même dit ici, environ 80 000. Il y aura 3 000 jeunes volontaires adjoints. Quelle masse salariale sera distribuée et c'est pour combien de temps? Dans quel délai? Puisque ce sont des emplois temporaires. Non, effectivement, ce sont des emplois qui vont nous permettre... Dans une période de ça sera surtout de 10 ou 12 milliards à peu près que nous mettons. Mais c'est pour faire face à une demande pressante. Mais notre objectif, c'est d'aller au-delà. Et c'est pourquoi, dans le même projet, non seulement il y a déjà les autres fonds qui existent, mais au niveau du ministère de l'économie et des finances, vous savez que nous avons le Fonds burkinabé de développement économique et social également, qui a décidé donc de mettre, je crois, près de 1 milliard pour permettre aux jeunes diplômés qui ont des projets viables, de pouvoir obtenir des prêts à des conditions vraiment très, très favorables.
Et au moment où on parle de création d'emplois, il y a des licenciements qui sont annoncés dans le secteur des mines à cause de la baisse du cours de l'or. Quelles sont les mesures que le gouvernement compte prendre pour aider ces jeunes à retrouver leur emploi? C'est difficile, vous savez, le secteur minier, c'est un secteur qui est très, très, très sensible. Celui qui sait là-bas, c'est que du jour au lendemain, quand l'or flambe, c'est bien, on a de gros salaires, mais quand ça chute, on ne peut plus rien faire. Donc, je crois que le ministre est en contact avec le secteur minier pour essayer de voir comment on peut, autant que possible, réduire donc le phénomène. Mais il me semble qu'en ce moment, le coût de l'or est en train de remonter. Donc, on espère que les licenciements qu'on avait prévus peuvent effectivement ne pas être donc le cas. Nous allons aller rapidement parce que le temps qui nous était imparti est pratiquement dépassé. Mais l'intérêt des téléspectateurs pour cet entretien est manifeste. Une question, pour booster la production agricole, des actions d'accompagnement sont faites dans le sens d'appui aux producteurs et renforcer les capacités de production par la mécanisation. Et dans ce sens, 20 000 charrues sont promis aux producteurs chaque année, mais l'exécution de ce programme de 100 000 charrues du président du Faso connaît quelques difficultés. À qui la faute? Où est-ce que ça ne va pas? Et comment faire pour relancer ce programme-là? C'est vrai, c'est une très bonne idée du chef de l'État de mettre à la disposition des paysans, des charrues, des charrettes. Et ce programme, malheureusement, a connu des difficultés uniquement, essentiellement, je vais dire, au niveau des prestataires de services. En fait, cette situation reflète un peu le niveau de développement artisanal et industriel de Burkina Faso. Fabriquer une charrue, ça ne demande pas grand-chose, mais on a été confronté à d'énormes problèmes. Les artisans que nous avons ciblés n'ont pas été en mesure de pouvoir effectivement répondre à nos attentes. Mais je tiens quand même à vous dire que malgré tout, le projet avance. Il y a à peu près 55 000 charrues qui ont été fabriquées, 50 000 ont été effectivement distribuées, autour de 5 400 charrettes l'ont été. Ça c'est sûr, ça c'est déjà fait. Donc, il nous reste encore la moitié. Et d'ici, je pense que nous avons pris de nouvelles mesures pour permettre que dans les délais requis par le chef de l'État, donc ces 100 000 charrues soient effectivement remises aux populations rurales. Les pôles de croissance, Bagré Pôle est en pôle position et il fait partie des assises sur lesquelles doivent se fonder l'émergence du Burkina avec d'autres pôles de croissance comme Samandeni, le Sourou, l'aéroport de Donsin. Ce sont de grands chantiers, ce projet qui avance lentement, mais peut-on dire sûrement? Oui, sûrement, comme le Burkina Faso avance sûrement. Et vous avez cité Bagré, c'est aujourd'hui un modèle que plusieurs pays sont en train de copier. Vous savez que c'était simple, un petit projet. Aujourd'hui, c'est devenu une structure d'économie qui a de grandes ambitions. Et nous espérons que ce projet va nous permettre donc de faire des avancées notables en matière donc de sécurité alimentaire. Parce que je vous donne le cas déjà, nous ne sommes qu'au début. Lorsque la direction générale de Bagré Pôle a lancé un avis pour ceux qui seraient intéressés de pouvoir avoir des terres aménagées pour exploiter, ils avaient estimé autour de 12 000 hectares, un peu plus de 12 000 hectares. Vous savez combien il y a eu? Il y a eu 700 demandes pour plus de 90 000 hectares de demandes. Donc ça veut dire que la demande a explosé. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt, pas seulement des Burkinabés, mais aussi d'autres personnes. Donc aujourd'hui, quand vous allez à Bagré, je pense que les choses se passent normalement. Nous avons pu aménager déjà plus de 3 000 hectares que nous avons mis à la disposition de la population. Alors maintenant, si Bagré atteint sa vitesse de croisière, nous pourrons atteindre facilement une production annuelle de riz d'environ de 210 000 à 230 000 tonnes. Mais ces demandeurs de terre-là, à quand vont-ils s'installer? Non, c'est en train de... Je pense qu'il y a un processus déjà d'analyse des offres. Je pense que, je me dis que d'ici la fin de l'année, Bagré Pôle pourra donc exactement attribuer donc ces terres. Maintenant, donc je dis, il y a donc déjà cet agropole qui est à l'est,
Mais il y a un second agropole également qui est Samandeni, qui également offre des potentialités beaucoup plus importantes encore. Parce que le barrage fera 1 million de mètres cubes et nous espérons également là-bas aussi faire beaucoup de production, beaucoup d'aménagements hydro-agricoles. Donc, mais ce sont des projets qui, au départ, ont eu des problèmes. Samandeni a eu des départs. Moi, je me souviens très bien, quand je suis allé pour la première fois sur ce chantier, c'était au mois de juillet 2011, il n'y avait pratiquement rien. Parce que le projet avait déjà pris du retard. L'année dernière, le projet a démarré difficilement. Je suis retourné 2 fois, j'ai donné des orientations. Et aujourd'hui, nous sommes autour de 57% de réalisation de ce projet qui doit nécessairement être terminé en ce qui concerne le barrage, je vais dire. Qui va être terminé d'ici le mois de juin 2014. Et je crois qu'il est en bonne voie. Maintenant, c'est l'aménagement également aussi. Il est prévu dans un premier temps un aménagement d'autour de 1500 hectares pour démarrer. Alors donc, je pense qu'il y a un cabinet qui a été consulté. Donc, on est en train de prévoir cela. Et bon, maintenant, après, le potentiel est énorme dans cette zone-là, donc qui serait beaucoup plus énorme qu'à Bagré. Monsieur le Premier ministre, tout ceci est mis en œuvre dans le cadre de... Non, permettez-moi d'ajouter quand même, il y a Dancin. Ça je pense, c'est un autre grand projet donc, du chef de l'État. Qui avance également. Il avance très bien. Nous allons avoir un aéroport moderne, situé donc à une quarantaine de kilomètres d'Ouagadougou, avec une piste qui peut accueillir des Airbus à 380. Alors donc il y a le projet en très bonne voie. Le budget est pratiquement bouclé parce qu'il fait un peu plus de 300 milliards de francs CFA, mais à ce jour, je pense qu'il est bouclé. Ce qui reste maintenant, c'est, bon, comme vous savez également aussi comme à Bagré, et là-bas c'est une société d'économie mixte avec un concessionnaire majeur privé. Et donc, on est dans le processus, on espère que ce projet également aussi va se réaliser d'ici 2017 au plus tard. Je le disais, tout ceci est réalisé dans le cadre de votre référentiel, de notre référentiel de base, la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Et après quelques années de mise en œuvre, quel est le bilan à mi-parcours? Est-ce que vous arrivez à mobiliser les fonds escomptés? Est-ce que cela cadre avec toutes les promesses que vous avez eu à faire aux populations qui demandent beaucoup de moyens? Est-ce que tout ceci entre dans le cadre de cette SCAD? Vraiment, je pense que la SCAD a été très bien pensée. Et la SCAD nous permet aujourd'hui d'aller plus vite qu'on le pense. Vous savez que dans le cadre de la SCAD, nous avons des projets prioritaires. Et nous avons mis en place un système d'évaluation annuel et semestriel. Je peux vous dire qu'à ce jour, donc, c'est vrai que certains projets rencontrent des difficultés. Mais de façon générale, nous sentons l'incidence, que ce soit sur les différents actes, que ce soit celui qui concerne le renforcement, le développement des piliers de la croissance comme l'agriculture, les mines, etc. Il y a des mesures qui sont prises, que ce soit l'aspect relatif aux ressources humaines, le capital humain et la protection sociale. Là également, j'oubliais justement, il y a tellement de questions qu'on oublie. Il y a justement par rapport à la santé, nous avons adopté récemment en Conseil des ministres un projet important donc de réhabilitation des formations sanitaires, etc. Donc de plusieurs centaines de millions. Alors donc, lorsqu'on regarde ces différents piliers de la croissance avec les projets qui y sont là-dedans, on se rend compte que les choses évoluent quand même assez bien. L'ASCAD n'a pas de problème de financement. N'a pas de problème de financement parce que nous avons une bonne politique de ressources, de mobilisation de ressources propres qui aujourd'hui est quand même admirée dans la sous-région. Et également aussi, nous avons des partenaires techniques qui nous accompagnent, donc on n'a pas de problème de ce côté. Vous avez de grandes ambitions, le Burkina rêve d'émergence, mais il y a un talon d'Achille, c'est l'énergie. On a développé tous les projets, des interconnexions, de nouveaux groupes sont achetés, mais les délestages sont toujours au rendez-vous. On se demande qu'est-ce qui ne va pas. Souvent, c'est l'eau qui a baissé, souvent, c'est des problèmes de... Finalement, à quand on va en finir avec ces problèmes de délestage et d'énergie qui plombent un peu la dynamique de développement? Moi d'abord, en ce qui concerne les délestages, je peux être clair, je ne pense pas qu'il y aurait un moment donné où il n'y aura pas de délestage. Parce que, regardez un peu la situation de la sous-région. Il n'y a pas un pays dans notre sous-région qui n'a pas un problème, parce que la question énergétique elle est très complexe. Maintenant, notre ambition est aujourd'hui, nous avions
on a beaucoup de désavantages. Je veux dire que quand vous êtes dans un pays enclavé comme le Burkina Faso, vous n'avez pas accès à la mer. Nécessairement, le coût de l'énergie est élevé. Nous n'avons pas suffisamment également vu la configuration, je ne suis pas un géographe, vu la configuration également de notre territoire, nous n'avons pas beaucoup de chances d'avoir des bassins qui permettent de la production de l'énergie hydroélectrique. Nous avons le soleil. Mais vous savez, le coût d'une centrale solaire, c'est énorme. Alors, c'est vrai que c'est une préoccupation des Burkinabés. Mais nous travaillons vraiment à faire en telle sorte de garantir le minimum. En ce qui concerne le maintien, le renforcement des infrastructures de distribution, de transport, je pense que la Sonabel a investi énormément au point où ça lui sert au coup. On m'a dit que c'est pas moins de 130 milliards que la Sonabel a déjà investi, au point qu'il s'est endetté lui-même et même commencé à bouffer son capital. Donc il a fallu qu'on intervienne pour sauver la situation de la Sonabel. Alors maintenant, nos ambitions qui vont venir, nous allons combiner plusieurs facteurs. Nous allons toujours nous appuyer sur le thermique avec de nouveaux groupes. Vous avez suivi, j'ai suivi le ministre de l'énergie à 20h qui était là à Bobo, où il y a une extension de Bobo 2 qui va nous permettre, je crois, à terme d'avoir 40 MW de plus. Nous avons tous les groupes de Comsilga 1, 2, bientôt 3. Donc là également, on va renforcer l'énergie thermique parce que pour le moment, c'est l'énergie qui est à notre disposition le plus. Mais également, il y a les interconnexions qui vont se développer, qui vont nous permettre d'avoir de l'énergie encore moins chère. Bolgatanga, Ouaga. Et également, il y a d'une ville ghanéenne de Han qui va passer par Bobo pour aller au Mali. Il y a, bon, bien sûr que l'énergie solaire dont je vous en parlais. Grâce à l'Union européenne, nous allons expérimenter une centrale de 30 MW à Zartouli. Il y a une initiative privée en PPP qui va être réalisée par la CEMAFO, le projet Winiga, qui lui va permettre de construire une centrale de 20 MW. Donc, c'est une réflexion, il faut voir tout cela ensemble. Et bien sûr que nous avons fait des efforts. Je pense qu'il y a moins de 10 ans, on avait à peine 50 villes qui sont électrifiées. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 270, 280. Nous le serons d'ici 2015 avec le projet du chef de l'État à 600 villes, avec comme ambition que nous puissions couvrir nos territoires à très moyen terme, à 60% du territoire en électricité. Mais ça coûte très cher. Alors maintenant, le délestage, vous savez, des fois aussi, les citoyens ont un comportement qui ne favorise pas. Ce soir, il y avait à Ouagadougou, vous avez ceux qui étaient au 1200 logements ont constaté que il y avait donc une panne d'électricité très grave, mais en fait c'est une erreur technique, une erreur je pense, de quelqu'un qui a, par mésentente au cours de travaux, a sectionné les fils de la Sonabel. Donc c'est pour vous dire que l'électricité est très compliquée. Autre chose que je vais ajouter sur l'électricité, bien sûr que si vous demandez au directeur général de la Sonabel, il va dire qu'il ne peut plus tenir les coûts actuels. C'est-à-dire, depuis le 2006, nous avons bloqué les prix. Mais vous savez qu'entre 2006 et aujourd'hui, les prix des hydrocarbures ont flambé pour atteindre des proportions incroyables. Donc tout ça fait que... Des augmentations des prix de la facture. Non, je ne le dis pas. Je ne le dis pas parce que, bon, je ne le dis pas. Mais simplement, il faut que les gens, de fois, quand ils parlent, sachent qu'il y a un effort qui se fait derrière. Parce que si nous devons appliquer une vérité des prix sur l'énergie, ça va être grave. Parce que bon, non seulement ça pénalise les ménages, mais bien sûr, ça n'attire pas aussi des investisseurs. Alors donc, il y a tout ça. Il faut qu'on accepte, peut-être que progressivement, nous allons pouvoir résoudre les problèmes de l'électricité au Burkina Faso. Oui, David, peut-être qu'avant de retrouver Nathalie Kaoré pour la question des citoyens, nous allons vous demander, Monsieur le Premier ministre, nous savons que le compact MCA, le Millennium Challenge et compte, c'est bientôt fini, c'est près de 300 milliards qui ont été injectés dans divers projets. Est-ce que ce compact vous donne satisfaction, mais est-ce qu'il faut espérer aussi un autre compact de nos partenaires américains? Oui, absolument. Je crois que vous me permettez vraiment de saluer le gouvernement américain pour ce projet qui est un don, qui est une subvention de plus de 480 millions donc, de dollars US. Et ça nous a permis de faire beaucoup de choses. D'abord, le plus visible, c'est le développement agricole de la zone du Sourou avec
l'aménagement de 2220 hectares donc, de terre. Il y a bien sûr autour de ça un ensemble d'infrastructures qui ont été donc mises en place pour plus de 70 milliards de francs CFA. Il y a ensuite le désenclavement. Aujourd'hui, j'étais il n'y a pas longtemps à Nouna. Eh ben, je pense que nos frères de Nouna ne pouvaient pas rêver à avoir sitôt le goudron. C'est grâce aux Américains. Il y a le projet également de Sabou, Koudougou, Didir avec comme ambition d'arriver à Touga. Ça, c'est grâce également aussi au MCA. Et bien sûr, il y a la route qui va donc de Sendou à Bafora, qui est également en très bonne voie. Tout ça sera achevé dans les délais parce qu'on est obligé de consommer les crédits au plus tard le 31 juillet. Aujourd'hui, lorsqu'on fait une combinaison entre les taux de décaissement et les taux d'engagement, on est autour de 62%. Donc, je pense que si tout va bien, nous allons boucler le compact 1 et espérer un compact 2. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'inquiétude. Les questions des téléspectateurs. Alors, la plupart de ceux qui ont appelé félicitent le gouvernement pour sa politique de création d'emplois, notamment le PSE, qui a permis de réduire un tant soit peu le chômage dans le milieu jeune. Mais si l'action est encouragée, le gouvernement devrait être regardant sur le choix des bénéficiaires. D'aucuns trouvent que pour bénéficier de ce programme, cela est conditionné à l'appartenance politique. À ce sujet, on vous pose la question suivante, Monsieur le Premier ministre. Savez-vous qu'il est plus facile pour un jeune militant du CDP d'être recruté dans le cadre du PSE que pour un jeune militant d'un autre parti politique? Dans le domaine de l'agriculture, un Burkinabé rappelle que notre pays est divisé en 3 zones, à savoir la zone pré-guinéenne, la zone soudanienne et la zone sahélienne. Il dit que pour lutter contre l'insuffisance alimentaire, il suffit de disposer de ressources humaines compétentes en formant par exemple 50 ingénieurs agricoles par an. Selon vous, est-ce que cela est possible ou pas? Une autre préoccupation, mais relative cette fois-ci à la lutte contre la corruption au niveau du foncier, la personne qui a appelé estime qu'il y a beaucoup de détournements au niveau de la gestion des parcelles. Alors pourquoi ne pas créer un guichet informatisé pour gérer ces questions avec plus de transparence? Et concernant la corruption, on a reçu toute une série de questions. Pourquoi la liste des biens des membres du gouvernement demeure un mythe sous votre gouvernance? Pourquoi n'applique-t-on pas le délit d'apparence comme moyen de lutte contre la corruption? Il y a des personnes ou des entreprises qui détiennent des monopoles de certains produits. Pourquoi on ne permet pas une libre concurrence? Et toujours en rapport avec la corruption, d'aucuns trouvent que le fléau sévit gravement dans le milieu de la justice. Alors, que fait concrètement le gouvernement pour combattre la corruption au sein de cette justice-là? Il y a un gaspillage et une gabegie dans la gestion des biens au niveau des mairies. N'est-il pas lieu d'organiser des inspections chaque trimestre au lieu d'attendre chaque année afin de minimiser la mauvaise gestion? Et quel est l'impact réel des sites miniers qui prolifèrent au Burkina Faso sur l'économie nationale? Et puis, cette question simple pour terminer, Monsieur le Premier ministre, combien coûte le parking à Ouagadougou? Et avant de vous laisser la parole, je signale que c'est la dernière série de questions des téléspectateurs et des auditeurs dans le cadre de cette émission. Merci. Il faut être du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, pour être bénéficiaire des avantages du PSE, le programme spécial de création d'emplois. Quelle réponse faut donner à ces téléspectateurs? Non, je pense que nous sommes une république sérieuse. Et nous ne pouvons pas nous permettre cette discrimination. Nous ne pouvons pas le permettre du tout. Et si jamais, ce que je demande, parce que là, je l'apprends, si quelqu'un a la preuve que ceci se fait, qu'il me le dise. Nous allons prendre les décisions qu'il faut pour corriger cela. Le programme, il est fait pour tous les Burkinabés sans discrimination d'opinion politique, de religion et bien sûr d'ethnie. Et j'espère que cet leader-là a des preuves qu'il les apporte et je pense que nous allons prendre des mesures pour corriger. Nous souhaitons que
ce que nous lançons comme projet, c'est pour tous les Burkinabés. Nous sommes là, nous ne sommes pas le gouvernement des militants du CDP. Nous sommes là, nous avons été élus, c'est vrai, par le CDP, mais nous travaillons pour toute la nation burkinabé. Et c'est ça notre responsabilité. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'édicter des mesures, des critères clairs de recrutement dans le cadre de ces projets-là, Monsieur le Premier ministre? Non, c'est prévu. Non, on va pas. Ne pensez pas que les gens vont s'aligner comme ça et puis non, il y aura des critères, il y aura beaucoup nous allons prendre des mesures d'encadrement même juridique par rapport à ces projets. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Monsieur le Premier ministre, comme nous sommes beaucoup talonnés par le temps, on va regrouper à ce volet de questions concernant la gouvernance et la corruption d'une manière générale. Pourquoi ne pas informatiser le domaine des parcelles, la déclaration des listes de biens des gouvernements et puis le délit d'apparence comme solution à la lutte contre la corruption et bien sûr cette question de la corruption en matière de justice? Alors, je veux dire que notre volonté de lutter contre la corruption, elle est là. On peut bien en douter. Nous sommes engagés effectivement à lutter, à promouvoir la bonne gouvernance. C'est dans ce sens que nous allons très bientôt, nous pensons soumettre à l'Assemblée nationale un projet de loi anticorruption. Ça va être fait. Bon, quelqu'un parle de délit d'apparence, moi je ne peux pas. Quoi qu'il en soit, les lois sont les députés qui les votent. Je crois qu'il appartient à chaque citoyen donc d'avoir sa vision. Vous savez que ce délit d'apparence, il peut être, c'est vrai, un moyen, une solution, mais aussi il peut avoir aussi son revers. Parce que si seulement vous voyez un tel qui est dans une bonne voiture et vous le dénoncez la personne, vous voyez ce que ça peut créer également pour la personne. Donc, nous avons une loi. Je pense que cette loi-là, si on l'adopte, elle a des dispositions qui vont nous permettre d'être plus efficaces sur le terrain. D'accord. Inspection dans les mairies, pourquoi ne pas le faire de façon régulière? Trimestrielle. Ouais. Non, sur la question des parcelles, je peux effectivement rassurer les auditeurs que nous allons vraiment... Vous savez que nous avions suspendu à un moment donné les parcelles. Nous avons pris de nouvelles dispositions. Nous serons plus regardants sur la gestion des parcelles. Nous ne souhaitons pas que ces parcelles deviennent la source de financement de certains conseillers. Et la question qui est posée en ce qui concerne les audits, je pense que ça se fait. Je crois que les citoyens ne savent pas souvent qu'ils peuvent utiliser les instruments que nous avons. Si vous avez des doutes que dans une commune donnée, dans une mairie donnée, il y a des malversations financières, vous pouvez saisir l'autorité supérieure de contrôle de l'État. Parce qu'on ne peut pas être au courant de tout ce qui se passe partout. Donc il faut bien que les citoyens également aussi participent, collaborent avec le gouvernement pour que nous puissions assainir la situation. Mais la question des parcelles, elle est très importante parce qu'elle a créé beaucoup de problèmes par le passé. Combien coûte le parking à Ouagadougou, peut-être avant de passer Je croyais que le parking était à 100 francs. Mais je sais très bien que ça a été l'objet de toute une polémique entre la mairie et les parkeurs. Mais ce sont des questions sur lesquelles le gouvernement ne peut pas s'immiscer. C'est de la responsabilité de la commune et des usagers et bien sûr de ceux qui ont les parkings de le faire. Parce que normalement quand vous payez un parking, c'est la base d'un aménagement qui a été effectué par l'État. Donc je souhaite que ce débat qui a été chaud à un moment donné, que entre les communes, les parkeurs et les usagers, on puisse trouver une solution pour tenir compte vraiment de la bourse vraiment des personnes. Peut-être annoncer le volet international de cet entretien. Est-ce que vous avez peur, Monsieur le Premier ministre, de l'échéance de l'après 2015? Est-ce que vous nourrissez des inquiétudes par rapport à 2015, à l'après 2015? Non, mais pourquoi le Burkina Faso? Parce qu'il y a des rapports qui ont été produits par Crisis Group, par exemple, qui estiment que l'après 2015 est un tournant très décisif dans la vie de la nation burkinabé. Et si le virage n'est pas négocié... Oui, avec ou sans le président du Faso Blaise. Moi, je suis un homme optimiste. J'ai la chance, ça fait bientôt 30 ans que je travaille. J'ai la chance de vivre dans un pays pacifique. Je n'ai aucun doute que les Burkinabés voudraient que demain,
leur pays soit ce qu'a été certains pays dans un certain passé. Le président Blaise Compaoré a un mandat. Il travaille à réaliser les ambitions de son mandat. On verra en 2015, c'est bientôt. Mais moi, je reste serein parce que je ne pense pas à un chaos comme le disent les uns et les autres. Parce que nous allons toujours trouver des solutions à nos problèmes. Et je pense qu'il fait la spécificité de Burkina Faso et qui fait que nous arrivons à nous en sortir. Le Burkina émergent en 2015, ça c'est ce que vous attendez? Nous sommes aujourd'hui à un taux de croissance de 9%. Peut-être que l'année prochaine, bon, cette année, avec les fluctuations, les prix, tout ça, on va être autour de 7%. Mais notre ambition, c'est d'avoir un taux de croissance à 2 chiffres avant 2015. Et je pense que c'est ça les signes d'un Burkina Faso émergent. Mais nous souhaitons avoir une croissance inclusive, pas seulement les taux. C'est pas ça qui est le plus important, d'avoir 10 ou 12%, c'est pas le plus important. C'est s'assurer pour que le Burkina soit émergent, que les revenus sont repartis, que chacun en profite et que chacun apporte sa contribution à la cagnotte. Monsieur le Premier ministre, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, vous étiez à Yamoussoukro il n'y a pas longtemps, prévoit donc de grands projets tels que des autoroutes, des chemins de fer. À quand les débuts effectifs de mise en œuvre de ces grands chantiers qui sont attendus donc par les deux peuples ivoiriens et burkinabés? Non, la plupart des grands chantiers sont, je peux me répéter, sont déjà en marche. Alors, vous vous souvenez que il y a 3 grands projets majeurs qui nous concernent. Il y a d'abord le projet de Tambao, qui est donc la réalisation du chemin de fer, qui va nous permettre donc d'évacuer le manganèse de Tambao et à Abidjan. Nous avons signé du côté de Burkina Faso le 12 août 2012 une convention avec Pan African Minerals qui a fait un très bon travail et qui a de grandes ambitions. Nous fondons l'espoir que Pan-African puisse réaliser le chemin de fer. Alors, et si cela est fait, je pense que beaucoup de choses vont nous permettre, nous allons pouvoir évoluer encore plus. L'autre, nous allons travailler sur le programme énergétique une fois de plus. Là également, je pense que les projets sont en bon terme. Il y a également l'acheminement donc des hydrocarbures avec la mise en place donc d'un pipeline qui va permettre donc de relier la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Il y a bien sûr, comme vous savez, nous avons signé à cette occasion-là plus d'une vingtaine de conventions, de partenariats qui vont être faits dans divers secteurs. Donc il faut vraiment saluer ce dynamisme entre les deux pays, grâce, je crois, qu'à la vision partagée des deux chefs d'État, donc de Côte d'Ivoire et de Burkina Faso. Le Burkina est bien connu pour son président médiateur dans la sous-région, faiseur de paix. On se demande s'il ne faut pas travailler à en faire un patrimoine du Burkina. Et ça fait qu'à l'extérieur, beaucoup de gens se posent cette question après Blaise Compaoré. Est-ce que la sous-région ne va pas sombrer dans une certaine instabilité? Nous avons tous lu le rapport de Crisis Group dont mon confrère avait annoncé tantôt. Alors, d'abord, comment vous avez apprécié ce tant que le président reste au pouvoir jusqu'à vie. Non, c'est plus une boutade. Non, je pense que l'analyse, elle est quand même, elle est préoccupante parce que notre sous-région a été pratiquement ébranlée depuis maintenant près de 20 ans. Et il faut reconnaître, sincèrement dit, ce n'est pas parce que moi je suis Premier ministre du Burkina Faso, parce que le président Blaise Compaoré a énormément apporté à cette sous-région. Je le sais parce que avant d'arriver à ce poste, je travaillais sur un ouvrage sur les médiations du président du Faso depuis les années 90. Et j'ai vu comment dans chaque pays, il a réussi à régler une crise de façon extraordinaire. Je comprends que les gens soient préoccupés si le jour où il n'est pas là, qui aura cette stature, qui aura cette patience, qui aura ce flair pour réconcilier des partis souvent très difficiles. Une fois de plus, moi, je suis un homme optimiste et je reste convaincu que la sous-région trouvera toujours des ressorts pour régler ces problèmes, ces conflits. Et qu'est-ce que ces médiations rapportent au Burkina? Peut-être une dernière question. La stabilité.
Imaginez-vous si on n'avait pas résolu la crise en Côte d'Ivoire. Vous savez, les conséquences que la crise en Côte d'Ivoire a eues pour nous, on parle de l'électricité. Qu'est-ce qui a mis Consilga en retard? Mais on a besoin de la stabilité des pays voisins parce que nous sommes pris entre des pays difficiles. Tout dépend, toutes nos exportations, les importations dépendent de nos pays voisins. Le Mali au nord. Donc, on a besoin de la stabilité, de la paix pour nous-mêmes. Donc, c'est le prix à payer. Et le chef de l'État, le président Blaise Compaoré l'a compris très tôt. Et en s'investissant pour la paix, c'est en même temps sur le Burkina Faso qu'il protège, c'est le développement du Burkina Faso qu'il favorise. Avant de clore cette émission en beauté, une question concernant les étalons qui, la belle chevauchée en tout cas se poursuit. Et ils sont qualifiés pour le troisième et dernier tour des éliminatoires. Notre adversaire est connu, c'est l'Algérie. Quelles sont les chances du 11 national, selon vous? Non, je ne suis pas un spécialiste de football, mais c'est simplement une analyse. Quand on arrive à ce niveau de compétition... Qu'est-ce que vous espérez alors? Non, qu'on soit qualifié. mais je vais vous dire, il n'y a pas de complexe. Aujourd'hui, le Burkina peut jouer avec le Nigeria, peut jouer avec le... Non, il n'y a plus. On est égal. Mais dans le football, il y a beaucoup de paramètres qui font que vous pouvez échouer bêtement. J'ai vu qu'un joueur ait une migraine qui l'embête et puis il n'arrive pas à se concentrer. Donc, ce sont ces paramètres. Déjà, au niveau où nous sommes fiers d'avoir une équipe qui fait la fierté du Burkina Faso aujourd'hui. Maintenant, ce sont les autres pays qui ont peur de nous. Et je crois qu'il faut que nous puissions tous nous mobiliser, que nous puissions tous prier, que nous puissions aller voir nos féticheurs, la commission pour que ce rêve que nous avons puisse aller loin. Je sais que mon ministre de l'économie et des finances va se pouvoir, bon lui, même s'il est au fond de lui-même, il sait qu'une qualification à la Coupe du Monde, ça induit également sur des coûts, des charges. Mais ça, nous n'allons pas regarder ça parce que c'est une ambition. C'est un rêve. Et c'est une première. Et au fond de mon cœur, je suis convaincu que nous serons qualifiés. Merci bien, Monsieur le Premier ministre. Merci de vous être prêté à nos questions, même les plus impertinentes. On se retrouve dans un mois pour un autre numéro de dialogue avec le gouvernement, certainement avec un des ministres qui se trouve là. Merci. David, il faut peut-être remercier aussi tous les auditeurs, les téléspectateurs qui ont participé à cette émission et à tous ceux qui nous suivent donc depuis 21h. Vous permettez quand même juste de dire comme un mot, comme j'ai eu la chance d'inaugurer cette émission. D'abord de féliciter la télévision nationale et la radiodiffusion pour ce concept et leur dire que bien sûr que rien n'est parfait dans la vie. Peut-être que ce soir je n'ai pas pu répondre de façon précise à toutes les questions. Vous imaginez, bon c'est vrai en tant que chef de gouvernement, et les ministres sont là, ils reviendront sur les préoccupations donc des téléspectateurs. Ils pourront aller plus en profondeur que moi parce que ici je n'ai fait qu'une analyse globale. Et vraiment, je souhaite longue vie à cette émission, qu'elle puisse permettre aux Burkinabés d'être mieux informés sur l'action gouvernementale. On se retrouve donc dans un mois. Merci.